Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture pour vous parler de 4 livres. Et écoutez, j'ai pas trouvé un thème commun. Ce 4 livres dont j'avais envie de vous parler, c'était des bons livres. Voilà. Il n'y a pas de déception. Est-ce qu'il y a un coup de cœur? Non plus. Mais c'était quand même des bons livres, voire très bons livres. Donc on est sur du pas mal. Ouais, point commun peut-être policier, on a du polar nordique, on a du roman policier classique. En général, quand je dis ça, c'est que je vais parler d'Agatha Christie. Et je vais parler d'Agatha Christie. Et puis, un cozy mystery. Le retour des cozy mystery, mais j'ai envie de lire des cozy mystery en ce moment. Voilà, et ben c'est parti. Alors, les 4 livres dont je vais vous parler, les voici, les voilà. Hop. Alors, 2 polars nordiques, un cozy mystery, un livre d'Agatha Christie. Alors, c'est dommage parce que je les mets comme ça. D'habitude, vous voyez bien les noms. Alors là, c'est pas le cas puisque du coup, il est écrit de l'autre côté. Mais, faites le focus. Mais, quand on le met comme ça, comme il sera dans les bibliothèques, c'est parfait. Voilà, ça c'est un livre qui a été conçu par des gens qui savent qu'on aime avoir des belles bibliothèques. Et donc, c'est quand même super chouette d'avoir le titre écrit dans le bon sens. Alors, Cozy Mystery, c'est un tome 2. Agatha Christie, particulier puisque c'est le seul qui se passe en Égypte ancienne parmi la quantité de livres qu'elle a pu écrire. Un polar nordique, j'allais dire un one-shot, sauf que j'ai mon petit chariot à côté de moi, que j'adore. C'est pas un one-shot. Ça, c'est la suite. Voilà, la suite qui est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai très hâte de la lire. Il faut juste que j'arrive à bien la caser parce que il fait... Non, il n'est pas si long que ça. Non, 350 pages, ça va. Mais il faut que il faut que je casse ce livre intelligemment parce que j'ai très envie de le lire et que j'en attends beaucoup. Et que vraiment, enfin, vu mes semaines très bizarres, enfin, comme tout le monde, quoi, j'ai des journées bien remplies de travail et des week-ends où il y a plus de temps, et ben, du coup, ça peut avoir un impact sur ma lecture. Donc, il faut vraiment que je trouve le bon moment pour en profiter au maximum. Et puis, Polar Nordique, un tome 5. Et je suis contente de vous dire que c'est un tome 5 et que ce n'est pas un one-shot. Voilà, eh bien, on va mixer un peu pour pas mettre les 2 polars nordiques l'un après l'autre. On va même commencer par ça. On va commencer par un polar nordique. Par l'horizon d'une nuit. C'est parti. Donc, l'horizon d'une nuit, le tome 5 de cette série sans nom. Je vous le disais dans l'épisode d'avant, je ne peux pas vous donner un nom. En revanche, je peux vous dire que c'est un tome 5. Et alors ça, je suis tellement contente parce que j'ai reçu ce livre en service presse. C'est avant que je renote à l'intérieur quand est-ce que je les ai reçus. J'ai reçu ce livre en service presse à la sortie du livre. Donc, Camille Agrébeux a sorti son dernier livre il y a quelques mois. Il était sorti pour les Quais du Polar, je sais plus, peut-être. Donc, faut se dire que ça fait entre un an et demi que le livre est sorti. Ça fait depuis un an et demi que je me dis, est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est la suite d'une série? Ça avait de l'importance pour moi parce que je l'ai reçu avant de rencontrer l'autrice pour la première fois. C'était au Quai du Polar à Lyon en avril 2022. Voilà, il était sorti avant, du coup, avril 2022. Et alors, j'avais lu ces 2 premiers livres, Le cri sous la glace et Le journal de ma disparition. Le journal de ma disparition m'avait un petit peu moins emballé qu'un cri sous la glace. Et donc, même si j'avais acheté les 4 livres de la série qui étaient sortis à ce moment-là en poche en même temps, parce que j'avais vraiment, j'étais sûre d'apprécier, il me restait les tomes 3 et 4 et j'y allais pas trop gaiement parce que, voilà, un petit peu de lenteur pour moi dans le tome 2. Et si ce livre était un one-shot, et ben ça me permettait en plus je l'ai reçu en service presse, ça me permettait de le lire avant la suite de la série et voilà. Les informations n'ont jamais été claires dessus. Enfin, si vous regardez toutes mes vidéos, ça doit faire peut-être 5 fois que je vous le dis. Mais c'était une enquête de longue haleine. Donc, je suis contente d'arriver à ce dénouement. Donc, voilà. Donc, je le dis 5 fois d'affilée. En fait, les informations étaient assez contradictoires. C'est-à-dire que là où je vais regarder d'habitude l'ordre des séries,
c'est sur Livre Addict. Alors là, sur Livre Addict, c'est bien indiqué que tous les livres, donc Un cri sous la glace, Le journal de ma disparition, L'ombre de la baleine, L'archipel des larmes, L'horizon d'une nuit, L'énigme de l'Ashtuga, c'est indiqué que ces 6 livres font partie d'une même série. Ça c'est bien, mais je ne sais pas si l'information est récente ou pas, mais ça c'est très bien. Quand je regarde sur Wikipédia, quand je regarde sur dans des commentaires en regardant en diagonale de ce livre. Alors des fois sur Amazon, c'est écrit pour certaines séries du style Département V, vous achetez le livre 4 sur, je sais plus combien il y en a, 8, 9... qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Sur Babelio, il y a aussi parfois, c'est pas systématique non plus. Là où c'est systématique, normalement, enfin quasiment systématique, c'est sur Livre Addict. Mais sur Babelio, c'est écrit aussi quand ça appartient à une série et tout ça. Donc voilà. Et super difficile de trouver une information. Je lui avais posé la question au Quai du Polar et en fait il me semblait qu'elle m'avait dit que c'était un one shot, mais c'était pas très clair. Puis je vous en avais parlé, et puis certains m'avaient dit non, mais c'est une série, c'était pas clair. Voilà, c'était pas clair. Donc dans le doute, je voulais pas me spoiler et je voulais vraiment lire ce livre. À la suite de la série des 4 premiers, si c'était un one shot, eh ben c'est pas grave, hein. Et puis si c'était un tome 5, eh ben trop bien. Comme ça, il n'y avait pas de souci, je le lisais quand il fallait. Je l'ai lu, c'est un tome 5, voilà, et je suis ravie parce que 1, du coup, j'ai bien fait de faire ça comme ça, et 2, je suis contente parce que la série des 4 livres, elle était super bien, et je suis contente du coup que ça continue, que ça se poursuive, et j'ai envie de vous dire que j'ai fait la même chose avec le suivant, le dernier qui est sorti il y a quelques mois. Je l'ai aussi laissé, et j'ai pas, pareil, pourtant je pensais un peu plus que c'était un one shot, hein, le dernier là, l'énigme de l'Ashtuga, mais je l'ai mis de côté et je me suis dit je fais pareil au cas où. Je l'ai lu, c'est un tome 6. Donc cette série continue, je suis ravie. Et donc je me répète, mais Camille Agrébeux a été une énorme redécouverte pour moi cet été. Excellente autrice, elle écrit extrêmement bien. Ses livres dans sa série du coup se renouvelle à chaque fois, enfin voilà, elle a une écriture au top, une psychologie des personnages hyper travaillée, elle travaille énormément aussi l'intrigue et la construction est super travaillée et le travail est refait à chaque fois puisqu'à chaque fois il y a une nouvelle construction, etc. Voilà. L'horizon d'une nuit, c'est donc un tome 5. Il est sorti chez Livre de Poche depuis. Ça veut dire que les 5 premiers livres sont chez Livre de Poche. Si ça vous intéresse, vous avez compris avec ce que je vous ai dit, lisez-les dans l'ordre. On va retrouver un personnage qu'on a vu dans ce tome-là, qui est un personnage en fait secondaire, qu'on avait déjà entreaperçu lors des tomes précédents, et il mentionne lui-même d'autres personnages qui étaient des personnages principaux des autres tomes. Dans ce livre, on a en fait une famille recomposée. On a Maria qui a son fils Vincent. Voilà, c'est mis si fragile et attachant, c'est tout à fait lui. Et on a Samir qui est le nouveau mari de Maria, et Samir a une fille qui s'appelle Yasmine, donc Yasmine est la belle-fille de Maria. Elle est en période d'adolescence, c'est assez conflictuel avec son père, avec sa belle-mère, et en fait on suit l'histoire avec les yeux de Maria. Principalement, on va suivre aussi avec les yeux de l'enquêteur, et puis peut-être d'autres personnages, mais ça vous découvrirez par la suite. Mais en tout cas, on suit l'histoire avec les yeux de Maria, et en fait, eh bien, Yasmine a disparu. Tout laisse penser qu'elle s'est suicidée, qu'elle a sauté du haut d'une falaise. On la retrouve pas, on retrouve aucun corps ni quoi que ce soit. Et puis à partir de ce moment-là, eh bien on entre dans une spirale compliquée. Et ça, c'était dans le passé. Et dans le présent, on va retrouver Maria et Gunnar, qui est l'enquêteur qui était là il y a 20 ans sur cette histoire et qui va retravailler sur celle-ci. Enfin, voilà. Donc ça se transforme assez vite comme un peu deux personnages. On va voir cette histoire à travers les yeux de ces deux personnages.
c'est ce qui est hyper intéressant et voilà, c'est des choses aussi que je vous dis souvent. Moi, ce que j'aime bien dans la lecture, c'est aussi enfin qu'on m'apporte une sorte d'ouverture d'esprit, qu'on m'apporte ça sur un plateau. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, c'est souvent par les apparences sont trompeuses. On voit le comportement de quelqu'un, on se dit, oh, on juge assez vite. Et en fait, quand on creuse et qu'on regarde qui est cette personne et tout ça, on s'aperçoit que c'est absolument pas, la personne n'a absolument pas la vie qu'on peut imaginer. Et donc, bah voilà, on se prend une petite leçon et on se dit, ok, j'aurais peut-être pas dû juger aussi vite. Voilà, donc je trouve que c'est toujours hyper intéressant pour presque mieux comprendre, alors c'est pas forcément que son entourage, mais les gens aussi avec qui qu'on côtoie même pas forcément quotidiennement, quoi. Voilà, donc là vraiment on est totalement dans ça parce que on a la vision de Maria sur beaucoup de choses et ce qui est très intéressant, mais on va avoir d'autres visions aussi par la suite. Et puis il n'y a pas que pour ça que les apparences sont trompeuses aussi, voilà. Le dénouement, il était extra. J'ai énormément aimé. Alors ce tome n'est pas mon préféré de la série. Moi je pense que j'ai vraiment adoré l'Archipel des larmes, qui était le tome 4. Donc c'est pas mon préféré, mais je l'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé justement ce côté mère de famille et puis mère d'une famille recomposée. C'était assez intéressant parce que ça peut sûrement poser question sur bah voilà, elle a son fils fragile comme c'est mis, il y a sa belle-fille, comment on gère ça, enfin voilà, je trouve que c'est intéressant. Et donc comme le tome 4 était déjà très centré sur les femmes, là je trouve que c'est à nouveau le cas, je trouve que le dernier tome le sera aussi, et j'aime bien que ce soit le cas. Là c'est assez intéressant en plus parce que on a aussi tout un aspect autour du racisme en Suède. Samir et Yasmine sont français, ils arrivent en Suède, faut voir comment ça se passe, ça fait froid dans le dos et c'est assez intéressant aussi que le thème soit abordé. Alors pour le coup, pour avoir eu des échos de certains sur des livres que j'ai aimés et qui ont vu des choses racistes, etc. Là je trouve que, à aller chercher, etc. Là, je trouve que clairement, il y a des, le sujet est pris et traité. Alors traité, ça veut pas dire qu'il y a une solution, mais en tout cas, le sujet est totalement abordé, vraiment. Et avec la réaction en Suède, enfin voilà, alors est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une photographie de la réalité? J'en sais rien, ça reste aussi des personnages, ça reste aussi quelques personnages, enfin je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant que le sujet soit abordé, voilà. Mais alors au final, c'est peut-être aussi ça que j'apprécie chez Camilla Grebe, c'est le côté société en fait. C'est pas uniquement un crime comme ça, c'est pas uniquement une enquête. On suit les enquêteurs, mais on suit les enquêteurs aussi dans leur vie privée. Et il y a des choses, notamment dans le tome 3, je crois, L'ombre de la baleine, il y a un accident domestique dans la vie de l'un des enquêteurs. Et voilà, ça fait partie, il y a tout le quotidien, il y a des choses comme ça qui sont vraiment abordées. Et ça... Je vais pas dire que je connais mieux la Suède, mais en tout cas, ça donne quand même une bonne photographie. C'est pas bon, il y a des sujets qui sont communs de pays en pays, enfin bon, ça c'est totalement vrai, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit que tout soit transposable déjà d'un pays à un autre. Et ensuite, il y a un côté photographie de ce qu'on a en ce moment sur des années 2010-2020, enfin... Donc je trouve ça assez intéressant et c'est encore plus le cas dans le tome 4 où on a des photographies à différentes périodes et pour des choses communes, donc une femme dans son foyer, une femme dans son travail et comment et le même travail et comment ça évolue au fil du temps. Voilà. Donc il y a un côté vraiment comme ça et là on a mère de famille, mais mère de famille recomposée et comment cette mère de famille a tenté pour elle de faire au mieux, mais c'est jamais assez. Hein. Enfin bref, bon, c'est très intéressant, très intéressant. Donc voilà, L'horizon d'une nuit que je vous conseille à lire dans l'ordre, donc lisez les 4 autres tomes avant ce tome 5.
Je passe maintenant à La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez vous dire, mais elle nous a déjà parlé de ce roman l'année dernière, elle radote. Non, je sais. Je sais que je vous en ai déjà parlé, c'est une relecture, c'est pas le genre de choses que je fais. Je ne relis pas souvent. Les seuls livres que je relis, c'est justement des Agatha Christie. Oui, mais je participe, je vous le redis à chaque fois, je participe à 2 challenges. Le Red Christie 2023, dont le principe est d'avoir un grand thème sur l'année décliné en plusieurs thèmes mensuels, et donc on choisit un livre pour ce mois-là. Et le compte officiel d'Agatha Christie choisit aussi un livre qu'il conseille en fait. Moi, ce livre, je l'ai lu l'année dernière dans le cadre du challenge Red Christie 2022. Le Red Christie 2022 était totalement autour des voyages de l'autrice, elle en a fait beaucoup. C'est pas un thème qui m'inspire énormément, c'est pas ce que j'apprécie dans la vie de l'autrice, mais du coup, c'est pas grave. Ça m'a permis de le découvrir, voilà. Et donc cette année, je ne voulais surtout pas le remettre dans ma sélection qu'on a fait ensemble avec Fox and Knit, parce que comme je participe au challenge sur Babelio de lire tous les Agatha Christie depuis 2019, je ne vais pas relire un Agatha Christie que j'ai déjà lu depuis 2019. Le challenge, c'est lire et chroniquer. En revanche, il y en a plein d'autres que j'ai déjà lus avant 2019, et donc depuis 2019, je les relis. Je les relis, je les chronique, et voilà. C'est rigolo. Ça permet d'avoir en plus un comptage, et puis une progression, de se dire voilà, c'est depuis 2019 que j'ai décidé de tous les lire, voilà où j'en suis. J'avais déjà eu une tentative comme ça en 2011. Bon, encore une fois, vous vous dites que je radote si vous me suivez depuis un moment, mais je souhaitais lire l'autobiographie d'Agatha Christie. J'étais à ce moment-là alitée, et c'était pour mon premier enfant, donc ça change quand même pas mal de choses, puisque les alitements pour les enfants suivants sont un peu plus complexes quand il y a déjà des enfants à la maison. Et donc je m'étais dit, ben voilà, je vais profiter du fait d'être alitée quasiment 3 mois pour eh bien lire l'autobiographie d'Agatha Christie, m'interrompre quand elle parle d'un livre pour eh bien lire le livre en question, et en parallèle je regarde la série Poirot, si c'est un Poirot, du livre que je viens de finir. Voilà. Et donc j'ai fait ça, je l'ai fait alors pendant les 3 mois où j'étais alitée, puis par la suite j'ai continué un petit peu, et donc j'avais un petit fichier Excel avec l'ordre de parution des livres pour les lire dans l'ordre, etc. Et je me suis arrêtée quand à un moment sur mon fichier Excel, la ligne d'après était La mort n'est pas une fin. Je me suis dit non, je n'y vais pas, j'ai pas envie, il ne me tente pas du tout comme livre. Les noms des personnages ils sont super bizarres, j'ai pas envie. Voilà, donc tant pis, j'arrête. Et donc après j'avais lu plutôt des Poirots dans un autre ordre, et puis après voilà, j'avais pris le challenge de Babelio depuis 2019. Pourquoi le relire du coup? Eh bien tout simplement parce que j'ai été contactée par des personnes qui gèrent le compte officiel d'Agatha Christie pour me proposer de faire un live sur leur compte Instagram. Je ne vous raconte pas ma joie quand j'ai su ça. Quand il y a des choses aussi dingues qui m'arrivent, en général, je les garde pour moi, je donne l'info à 1 ou 2 personnes avant que ce soit vraiment officiel, parce que je me dis, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc. Bon, après, je suis déjà en contact avec eux, ne serait-ce que pour le Red Christie. Depuis quand? 2021, 2022, 2023, je pense, je reçois... avant tout le monde, un courrier fin décembre, courant décembre, pour eh bien me prévenir du challenge qui aura lieu, quel est le thème, quels sont les thèmes chaque mois, et puis je reçois aussi les cartes, etc. Et derrière, ça me permet de préparer ma sélection. Comme ça, quand il y a le jour de l'annonce sur Instagram, de la part du compte officiel Agatha Christie, je peux aussi annoncer derrière, voilà, moi la sélection que je vous propose, c'est celle-ci, et puis après, la communauté de chacun peut suivre ou pas, voilà. Donc j'étais déjà quand même un peu en contact avec eux, mais bon. Donc j'étais plus que ravie, et donc l'idée c'était d'animer le book club du mois d'août, et le book club du mois d'août, eh bien c'était sur ce livre. Alors pour ma part, j'ai lu Pourquoi pas Evans, mais bon, l'idée c'était de parler de ce livre, ok, eh bien je l'ai relu. Voilà, au moins c'était frais, ok je l'ai lu il y a 1 an, mais là, cette année, depuis le début de l'année, j'ai déjà lu plus de 200 livres,
Donc voilà, au bout d'un moment, c'est pas en nombre d'années, c'est pas beaucoup, en nombre de livres, c'est énorme le nombre de livres que j'ai pu lire entre la dernière fois où j'ai lu ce livre et maintenant. Donc au moins c'était frais, puis je voulais quand même bien préparer les choses, j'avais pris des notes et tout. Donc, je vais pas rejouer tout le live non plus, il est accessible sur le compte d'Agatha Christie, le compte Instagram. Mais ce que je peux vous dire, c'est donc le seul Agatha Christie qui a été écrit en Égypte ancienne, j'allais dire Europe, c'est n'importe quoi, en Égypte ancienne. Ce livre a la chance d'avoir une note de l'autrice. Et à la fin, on a aussi un petit mot, une postface, ce qui nous permet d'avoir quand même pas mal d'informations sur ce livre et notamment des informations aussi reprises dans l'autobiographie. Ça, c'est hyper précieux. Si tous les Agatha Christie pouvaient avoir ça, ce serait génial. Mais bon, celui-ci est particulier. En fait, l'idée a été suggérée par le Stephen Glanville, qui était un spécialiste, donc un archéologue spécialisé dans l'Égypte ancienne, qui lui a suggéré d'y construire une intrigue. Elle s'est prise au jeu, elle s'est énormément documentée et elle l'a sollicité aussi, donc lui a dû aussi se documenter pour pouvoir répondre aux différentes questions. Parce qu'elle voulait savoir comment les gens mangeaient, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de notes de bas de page, que ce soit dans la version livre de poche, dans la version France Loisirs, enfin voilà, quelle que soit l'édition, je pense qu'il y a pas mal de notes de bas de page, qui nous expliquent pourquoi l'autrice a choisi ces noms, comment, enfin, des petites informations sur la mythologie, sur la mythologie, les croyances autour des morts, parce qu'on va être quand même sur un roman policier, on va avoir un mort au moins, donc voilà, des informations comme ça. Donc c'est hyper intéressant et voilà, ça ajoute beaucoup à cette expérience, à notre expérience de lecteur. Donc c'est un livre que je voulais pas lire, alors que maintenant ce serait l'un des livres que je vous conseillerais le plus. Peut-être pour ça. Je voulais pas lire parce que je m'en faisais une idée. Moi, ce que j'aime chez Agatha Christie, c'est les romans policiers classiques. Genre Poirot, qui est en Angleterre. Il est invité dans une grande maison, il y a un meurtre qui se produit, il résout l'enquête, voilà. Et puis c'est réglé. Là, en Égypte ancienne, bon, j'avais un peu peur que ça ressemble un petit peu plus à ces romans d'aventure, que j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère chez elle. Alors que pas du tout. Elle a réussi à créer un roman policier classique qui se passe en Égypte ancienne. Voilà. Donc elle a réussi à créer une impression de huis clos avec un nombre de personnages du coup fini. Elle nous présente tous les personnages en très peu de pages, comme dans ces romans habituellement où on se sent submergé, mais après ils ne changent pas. Voilà. Ils ont été présentés, ils sont introduits, ils sont là jusqu'au bout. Et on va avoir bien exactement ce qu'on a d'habitude, enfin ce qu'on a souvent, en tout cas moi ce que j'aime, une famille avec des jalousies, des tensions, la mort de machin serait profitable à machin, la mort de truc serait profitable à machin, enfin voilà, des liens incroyables, en fait, presque plus de suspects que ceux dont on a besoin. On a besoin d'un meurtrier, pas de 50, mais voilà, parfois il y en a plusieurs qui auraient tout intérêt à voir la mort de quelqu'un. Donc voilà, on voit venir les choses, mais on est habitué à ce schéma-là, mais on voit venir ça en Égypte ancienne avec les habitudes. Par exemple, l'autrice nous parle de frères et sœurs pour mentionner les maris. Elle nous a prévenu dans la note de l'auteur tout au début que elle reprenait ces termes-là parce que c'était comme ça. Quand on parlait de son mari, on disait mon frère, voilà. Donc on est dépaysé par ce contexte et en même temps absolument pas dépaysé par l'histoire. C'est du Agatha Christie classique qu'elle a transposé en Égypte ancienne avec tous les codes. Alors moi qui n'y connais rien en Égypte ancienne, je lui fais totalement confiance et vu comment elle a dû travailler sur le sujet avec des spécialistes, je pense que on peut largement se dire que c'est vrai. Le dénouement, j'ai trouvé très bien, voilà, aussi bien que la première fois. J'avais été surprise par le dénouement, mais elle a indiqué que le dénouement lui avait été soufflé par le fameux archéologue et avec le recul, elle aurait préféré rester sur sa première idée, qu'elle n'a pas choisie au final, mais voilà. Et sauf qu'on ne connaît pas la première idée, mais c'est pas grave.
Voilà, donc La mort n'est pas une fin. Très bonne relecture. Et si ça vous intéresse, bien, je vous conseille d'aller voir le live, hein, qui est dans la partie vidéo sur le compte d'Agatha Christie. Et puis, bah, lisez-le, parce que vraiment, là, il fait 220 et quelques pages. Bon, après, c'est pas très aéré comme présentation, mais il est vraiment très, très bon. Avec Le Serment. Le Serment d'Arthur Tuominen. C'est un livre que j'ai eu des éditions de La Martinière, au Quai du Polar, à Lyon, il y a 1 an et demi. Ah, il y avait plein d'auteurs de polar nordique il y a 1 an et demi, c'était tellement bien. Il y avait tellement peu d'auteurs de polar nordique à la dernière édition. C'est dommage. Donc là, en fait, l'année dernière, mais cette année, c'était le cas aussi, j'avais eu la chance d'être invitée par La Martinière le vendredi soir du salon pour rencontrer des auteurs, un échange avec des auteurs qui représentaient et qui étaient présents. Et on était reparti avec des livres de ces auteurs-là. En l'occurrence, il y a 1 an et demi, il y avait Christophe Molmy, qui est un auteur d'ailleurs que je n'ai pas encore lu, et Ragnar Jonasson. Et normalement, il devait y avoir Arthur Tuominen, qui n'est pas venu, mais on a quand même lu le livre. Voilà. Alors, j'y suis pas allée. Bon, je vous avoue que il est très classe, comme ça. Mais il est un peu moins attirant. Donc je savais pas trop à quoi m'en tenir. Est-ce que il y a un côté très classe dans le genre c'est de la haute littérature mais de polar nordique et bon, eh bien faut passer au-delà parce que cette couverture ne dit absolument pas ce qu'il en est. Bon, normalement, il y avait quand même une partie. Là, je regrette un petit peu d'avoir enlevé le bandeau qui était présent parce que ça aurait apporté quelque chose à la couverture. Bon, bref. Mais en tout cas, il n'y a pas d'a priori à avoir. Il est comme un polar nordique. Voilà. Et il est très bon. On part en Finlande avec Arthur Tuominen, à ne pas confondre avec l'auteur de polar finlandais qui s'appelle Antti Tuominen. Arthur Tuominen, Antti Tuominen. Hein. Ça se ressemble beaucoup. 2 auteurs totalement différents et style totalement différent. Là, on est sur un roman policier, oui et non. Je sais pas, on est dans un polar, ça c'est sûr. Roman policier, je sais pas, le principe c'est quand même pas dans ce livre de trouver le meurtrier. Un thriller, ouais, alors c'est vrai que y a du rythme, c'est vrai que par moments le rythme justement s'accélère énormément. Roman noir, oui, roman noir si on se dit c'est un polar mais l'intérêt n'est pas le dénouement, je sais pas. Mais ça ressemble quand même plus à un roman policier qu'à un roman noir par certains aspects. Bon. Bref, très difficile de vous dire ça. Il y a quand même une sorte de dénouement. Pour certains, le dénouement n'est pas assez fermé. C'est vrai qu'on jusqu'à la dernière page, on récolte des informations sur la dernière page, pas forcément de façon explicite. Mais pour avoir lu des dénouements plus ouverts que ça, notamment avec Sarek, Dulfsweisler, qui est un auteur que j'aurais dû rencontrer à la fameuse soirée du vendredi au Quai du Polar à Lyon, organisée par La Martinière cette année ce coup-ci, mais qui ne pouvait pas être là. Je crois qu'il avait le Covid. Alors là, pour le coup, le dénouement, il est plus ouvert. Hein. Donc, un peu différent. J'ai été totalement prise par l'enquête. Et c'est très particulier, en fait, parce qu'on a 2 choses dans cette histoire. On a l'enquête. On a celui qui prend la tête des enquêteurs pour la première fois, sa première affaire. Donc voilà, on a ce côté-là. Et puis, d'un autre côté, on a 2 jeunes garçons qui vont être très amis, une amitié vraiment très forte et qui vont vivre des choses ensemble, des choses parfois très difficiles. Et voilà. Et donc, enfin, ces 2 enfants... Ah, je peux pas vous dire plus que ça. Ah, je peux pas vous dire plus que ça. Bon, bref. Donc, on a ces 2 enfants, voilà. Et, le truc de fou, c'est que celui qui dirige l'enquête pour la première fois, c'est l'un de ces 2 enfants. Voilà. Et qu'en fait, il a un fort lien avec le suspect. Et que la personne qui a été tuée, bah, il la connaît aussi. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, on va être dans un souci. Parce que il va être totalement partie prenante dans cette affaire et vous allez voir ce qu'il décide de faire parce que soit il mène l'enquête en étant totalement neutre,
soit il se retire de l'affaire, ce qui pour moi revient un peu au même, hein, enfin voilà, soit il décide de prendre un autre chemin parce que, point. Je vais m'arrêter là, sinon je vais vraiment trop en dire. Alors par moments, ce livre m'a fait penser à Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbruck sur un côté amitié, mais aussi bagarre. Il y a des bagarres dans ce livre. Pour certains, c'était même assez choquant, ça allait même loin. Je vous dis pour certains, en fait, c'est un livre qu'on a lu en lecture commune. D'ailleurs, on n'a pas eu tous le même avis sur le livre. Pour certains, c'était assez mitigé. D'autres l'ont énormément aimé et j'en fais partie. Après, j'ai eu la chance d'être disponible pour le lire et j'ai pu le lire d'une traite et j'aime bien. J'aime bien quand je peux lire un livre d'une traite comme ça. Donc on est sur ces deux histoires, on est sur une double temporalité. Ce qui est assez original, c'est que la partie dans le passé est racontée depuis le présent. Et cette partie dans le passé est tout aussi captivante en fait que ce qui se passe dans le présent. Donc il y a une enquête, mais avec ce souci. Donc quelquefois l'intérêt de l'histoire est un peu déplacé sur le passé. Et en fait c'est très bien raconté. Moi j'avais l'impression d'être, si vous me suivez depuis quelques épisodes, si je vous dis l'effet Père Castor, ça vous parlera peut-être. Ce côté, alors donc Père Castor, comme il y a des auteurs comme ça, donc Henri Lovenbruck, R.J. Ellory, Stephen King, en fait ils nous installent dans un fauteuil, ils s'installent dans un fauteuil, vous êtes assis par terre au milieu des autres enfants et ils vous racontent une histoire. Bon après l'histoire elle est particulière, hein, certes, mais là j'ai vraiment eu l'impression qu'on me racontait une histoire. Que j'étais en train d'écouter cette histoire d'enfant. Alors, comme je dis, de la bagarre, de la violence, ils vivent des choses ensemble, les deux jeunes garçons, là, les deux jeunes amis. C'est pas des choses que tout le monde vit tous les jours, loin de là. Mais voilà, on nous raconte ça et donc presque plus embarqué par le côté raconter une histoire que par le côté polar. Mais le côté polar est quand même présent. Et voilà, moi j'ai trouvé très bon et surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une écriture soignée parce que voilà, la couverture fait très chic et tout ça. Et presque un peu inaccessible, mais non, il est tout à fait accessible. Donc j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite et je vous en parlerai quand je la lirai. C'était Le Serment d'Arthur Tuominen. Et je vais terminer avec Le Crime du SS Orient de Christina Larmer chez Cherche Midi. C'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1, mais énormément aimé. C'est un cozy mystery autour d'Agatha Christie. Ce qui fait que je vous parle 2 fois d'Agatha Christie dans cet épisode et je suis très contente. Alors, que vous dire? Eh bien, déjà à la fin, on nous parle du tome 3. Le tome 3, ce sera Meurtre sous les étoiles en avril 2024. J'avais adoré le tome 1 parce que c'était vendu comme un cozy mystery qui mettait en scène le club des amateurs de romans policiers, totalement fans d'Agatha Christie, qui prévoient de lire des Agatha Christie ensemble, qui sont vraiment fans au point de parler de la vie de l'autrice entre eux, au point de parler de ses livres et de faire des petites blagues sur ses livres et tout, vraiment un régal. Quand on aime Agatha Christie, on peut qu'aimer, voilà, on peut qu'aimer. C'est un très bel hommage à la reine du crime. C'est pas quand on dit oh c'est un cozy mystery pour Agatha Christie, ça peut être hyper vendeur, hyper commercial. Oui mais c'est pas mensonger, c'est la réalité. C'est vraiment un excellent livre. Ils étaient 7 et vraiment excellent. Voilà. Donc j'en attendais beaucoup de ce tome 2, j'en attendais énormément parce que voilà, pour moi il y avait eu ce côté découverte, ce côté où bon, je suis fan d'Agatha Christie, donc ça parle d'Agatha Christie, donc j'y vais et j'ai trop hâte, et en même temps je me suis fait trop de fois avoir, donc j'y allais aussi parfois en me disant bon, tu seras peut-être déçu, ce sera dommage, mais ce sera pas si étonnant que ça. Et j'avais pas du tout été déçue. Là, ce tome 2, je l'ai bien aimé dans le sens, c'est un très bon cozy mystery. En revanche, sur tout ce qui m'avait plu dans le tome 1, sur la partie Agatha Christie, c'est présent, mais à une plus petite dose. Et donc moi, en tant que fan d'Agatha Christie, mais je pense que c'est le cas quand on est vraiment un fan d'Agatha Christie, forcément, le tome 1 a dû énormément nous plaire et peut-être cette frustration du tome 2. Voilà. Donc, comme je vous dis, on parle quand même d'Agatha Christie, il y a des éléments, il y a un petit peu moins de choses sur sa vie.
attention, ça s'appelle le crime du SS Orient, donc forcément, on s'attend à ce que le crime de l'Orient Express soit abordé dans le livre. C'est le cas, avec un spoil. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est amorcé dans le livre. Je sais plus... parce qu'il y a une petite note de bas de page. Oui, voilà. Alicia leur résuma du mieux qu'elle put l'intrigue du crime de l'Orient Express, non sans les avoir avertis qu'elle allait les spoiler. Note de bas de page, et vous également, chers lecteurs, lectrices. Donc, on est prévenus, mais en même temps, bah, le spoil arrive un peu après, et voilà. Donc ça, c'est dommage, dans le tome 1, il y en avait pas des spoils. Donc voilà, bien, sympa, ça reste un bon cozy mystery et tout ça. Mais si vous avez les mêmes attentes que moi et que vous aviez été énormément comblé au tome 1, bah vous le saurez peut-être un petit peu moins au tome 2. Bon. Comme je dis, ça reste mon avis de super fan d'Agatha Christie et vous le savez, voilà, fan d'Agatha Christie, puis après ça dépend parce que tout le monde est fan d'Agatha Christie. Moi je suis une fan d'Agatha Christie, je lis les Agatha Christie, je suis à fond derrière le truc et tout. Donc c'est aussi par rapport à ça que j'avais pas mal d'attentes. Mais je dirais bien sûr le tome 3, je remets absolument pas en question, c'est une série que j'adore, hein, mais c'est juste que j'espérais un petit peu plus. Je vais m'arrêter là du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager la vidéo et tout ça. Je sais que sur la partie début septembre, c'était un petit peu moins ça. J'ai toujours 50 000 vidéos, mais j'ai pas envie de trop vous en mettre et en même temps, j'ai du contenu à vous proposer et donc je sais qu'il y a un peu moins de temps si j'en crois mes statistiques. Donc bon, voilà, si vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire, ce sera toujours très chouette pour mon contenu et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser et puis je vous souhaite de super bons moments lecture et on se retrouve très vite pour plein de choses. À bientôt.